Alors, on se tourne maintenant du côté de la persistance. Donc, faire persister les données de notre programme, c'est les enregistrer sur disque pour pouvoir les récupérer ultérieurement. Donc, il y a de nombreuses stratégies d'enregistrement et de stockage de données dans des programmes, avec des programmes informatiques. On peut les stocker soit dans une BD, soit dans un fichier. En fait, indirectement, ça revient même parce que les BD sont stockés dans des fichiers, mais c'est quand même deux façons un peu différentes de fonctionner. Okay, pour stocker dans des BD, il faut faire des requêtes, etc. C'est compliqué. Stocker dans un fichier, ben, c'est relativement simple. On peut utiliser des emplacements locaux ou on peut utiliser des emplacements distants dans le cloud. On peut utiliser un format texte ou on peut utiliser un format binaire. Donc, dans cette partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va adopter une manière simple et aussi populaire, qui est relativement populaire de procéder. On va stocker nos données dans un fichier texte local en format JSON. Donc, JSON, ça veut dire JavaScript Object Notation. Donc, il y a d'autres formats de texte possibles, par exemple XML, mais vraiment JSON, disons que c'est ce qui est rendu plus populaire maintenant. Puis, c'est vraiment, bon, c'est ça, ça se fait assez bien, comme vous allez voir. Donc, pour gérer la persistance, ben, on va se créer une classe persistance, tout simplement, qui va être un singleton, une classe statique. Donc, dans le projet TP Console, vous allez créer un singleton qui va être un singleton statique qui va être la classe persistance. Okay. Donc, évidemment, la classe persistance va être dans son propre fichier persistance.cs et on va rajouter une constante dans cette classe-là, donc private const string JSON file name, et on va donner le nom du fichier, donc on va l'appeler programdata.json parce qu'il va stocker les données de notre programme, donc programdata.json. La constante ici, on la met privée parce qu'elle n'est pas nécessaire, pas nécessaire que le reste du programme connaisse ces détails-là, qu'on a le nom de notre fichier dans notre classe. Okay? Donc, pas besoin que notre programme connaisse les restes de détails-là, c'est pour ça qu'on le laisse là pour le privé. Donc, essentiellement, pour la persistance, je vous donne tout le code parce que je veux pas que vous commenciez à chercher ces affaires-là, mais vous allez voir dans les sections ultérieures, ça va être vous-même de modifier votre classe persistance pour faire persister plus de données que ce qu'on va voir ici, puis pour aussi récupérer les données. Donc, mais là, je vous donne vraiment tout le code. Donc, cette section-là, c'est juste, vous suivez ce qu'il y a à faire, vous le faites, puis normalement, ça devrait marcher. Okay. Donc, ensuite de ça, un instant. Donc, dans cette diapo-là, ce qu'on veut, en fait, c'est déterminer les données qu'on va faire persister sur disque. Donc, ces données-là, on doit créer une classe instanciable de données, donc une classe de données instanciable. Donc, si on dit classe de données, puis qu'on ne dit pas statique, ça veut dire que c'est instanciable. Donc, on veut créer une classe de données instanciable au sens de module 12. Okay? Donc, ici, on crée notre classe de données, on va l'appeler ProgramData. Okay, tant qu'à être parti sur le truc de ProgramData, on va regarder ProgramData. Donc, c'est la classe ProgramData. Et qu'est-ce qu'on va faire persister? Bon, on va faire persister le montant de la tirelire. Okay, donc, on va définir une propriété publique décimale montant de tirelire getSet. C'est sûr qu'on aurait pu aussi faire persister l'historique. Okay, ça aurait été facile, on aurait juste à rajouter ici l'historique et le faire persister. Mais on ne le fera pas persister parce qu'on veut qu'à chaque fois qu'on redémarre le programme, on veut que ce soit l'historique. On ne veut pas récupérer l'historique passé, on veut juste se concentrer sur l'historique récent ou l'historique depuis le démarrage du programme. Okay? Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas persister l'historique, mais ça serait quand même relativement facile de faire persister l'historique si on le voulait. Donc, ce qui est spécial ici, c'est qu'on se définit, on a public, statique, classe persistante. Ça, c'est une classe statique. Et dedans, on définit une classe instanciable. On définit une classe dans une classe. Ça, c'est une classe statique. Ça, c'est une classe instanciable. Et cette classe-là est privée. Parce qu'on ne veut pas que personne d'autre puisse l'utiliser. Okay. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est essentiellement parce qu'elle est privée qu'on la définit dans la classe persistante. Si on voulait que cette classe-là soit utilisée ailleurs dans notre programme, on la déclarerait de manière séparée. Mais comme cette classe-là, on veut qu'elle reste privée
puis qu'elle ne soit pas utilisée ailleurs dans le programme, on la déclare dans la classe persistance. Et on la déclare comme une classe privée. Donc, on voit que c'est pas une classe compliquée. Si c'était une classe de 300 lignes de code, ben, il faudrait pas la déclarer dans une autre classe comme ça. Il faudrait la déclarer séparément. Okay? Il y a d'autres moyens pour gérer des fois ce genre de cas-là. Mais là, dans notre situation, une classe de données, une classe courte, on peut clairement la déclarer comme une classe privée dans une autre classe. Okay? Donc, on arrive maintenant à la méthode sauvegarder. Donc, dans la classe toujours persistance, on va définir une méthode sauvegarder, qui est une méthode publique et qui permet de sauvegarder les données sur disque. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette méthode-là? On doit d'abord créer l'objet à sauvegarder ou à persister. On doit ensuite de ça aussi créer un objet de configuration. On va voir qu'est-ce qu'on veut dire par là. On doit ensuite de ça convertir les données en une string au format JSON. Et finalement, on doit stocker le string dans un fichier. Donc, on a 4 choses à faire. Donc, ces 4 choses-là vont être détaillées dans les prochaines diapos. Donc, première chose à faire, c'est de créer l'objet à persister. Easy. Donc, on fait var programme data égale new programme data. Vous avez vu ça, comment on fait pour créer un nouvel objet et instancier ses propriétés. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, new programme data et on donne une valeur ici au montant dans la tirelire. Évidemment, les 3 petits points ici, vous allez remplacer ça par le montant total que vous allez récupérer dans tirelire 1. Okay? Donc, c'est ça qu'on met ici dans le montant de la tirelire 1. Et on crée donc notre nouvel objet dont on veut faire persister les données sur disque. Une fois qu'on a fait ça, on doit convertir, c'est-à-dire l'autre chose à faire, c'est de créer un objet de configuration. Donc, la conversion en format JSON peut s'accompagner de paramètres optionnels. Donc, ces paramètres-là sont fournis à l'aide d'un objet spécial. Donc, c'est une manière de faire qui est assez rare. En tout cas, moi, j'ai pas vu ça souvent en C#, mais si jamais vous faites du JavaScript se gargarise aux objets de configuration. Donc, vous ne pouvez pas faire du JavaScript sans faire des objets de configuration. Il y en a partout. Donc, anyway, c'est quand même une bonne façon de fonctionner. Et dans notre cas, en fait, on veut que dans notre fichier JSON, ça soit des données qui soient, disons, dans un format qu'on appelle Pretty Print. Okay? Ça veut dire qu'on veut que ça soit lisible par des humains. Donc, si c'est pas Pretty Print, c'est tout collé dans un tapon, c'est difficile à lire par des humains. Donc, pour que ça soit plus facilement lisible par des humains, on veut que ça soit Pretty Print. Puis pour que ça soit Pretty Print, ben, l'option pour faire ça, c'est ce que vous avez ici. Donc, on doit variable option. On doit créer un nouvel objet, JSON Serializer Options, donc les options de sérialisation en JSON. On crée un nouvel objet et on initialise la propriété WriteIndented à True. Okay? Pour que ça soit Pretty Print. Donc là, on a créé un objet option. On a notre objet Program Data. On a notre objet option et maintenant, on est prêt à sérialiser. Donc, sérialiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre un objet puis le convertir en string, pour ce qui est du format JSON. Okay. Si c'était d'autres formats, vous avez vu en programme la sérialisation, mais c'était la sérialisation binaire. Okay. La sérialisation binaire a des avantages, mais aussi des inconvénients. En fait, la sérialisation textuelle, en général, est légèrement plus avantageuse par certains aspects. Donc, mais est un petit peu plus compliquée à faire. Donc là, on va faire Program Data, c'est l'objet qu'on veut sérialiser. Avec les options, on va le passer à la méthode Serialize de la classe statique JSON Serializer. Donc, la classe statique JSON Serializer, on appelle sa méthode statique Serialize. Donc, c'est JSON Serializer, c'est une classe utilitaire de sérialisation en format JSON. Donc, on appelle sa méthode Serialize et on lui passe la donnée qu'on veut sérialiser avec les options et on obtient notre JSON string. Pourquoi on parle de sérialisation? La sérialisation, ça veut dire que c'est une transformation dans un format qui permet de le retransformer dans l'objet initial. Okay? Donc, la sérialisation, c'est pour transformer des objets dans un format stockable dans un fichier, qui peut être binaire ou texte, string. Et après ça, il y a la possibilité de désérialiser, donc de partir de la donnée
binaire ou textuel pour recréer l'objet initial. Donc, c'est pour ça qu'on parle de sérialisation. On est maintenant prêt à stocker la string dans un fichier. Donc, pour faire ça, on peut faire file, on appelle l'objet, la classe file, qui est aussi une classe statique. On appelle la classe file, statique utilitaire, qui permet de faire des opérations sur fichier. Donc, il y a plein d'opérations sur fichier. Et on appelle sa méthode writeAllText pour afficher, pour inscrire une string dans un fichier. Et on lui passe le nom du fichier dans lequel on veut inscrire la string et la string qu'on veut inscrire dans le fichier en question. Donc, writeAllText, donc écrire tout le texte dans notre JSON file name, et la string, c'est JSON string. Donc là, on a fini la méthode sauvegarder. Maintenant, on se tourne vers la méthode charger. Donc, la méthode pour charger les données stockées dans le fichier doit effectuer les tâches suivantes. Vérifier que le fichier existe, d'abord. Lire le contenu du fichier. Ensuite, convertir le contenu du fichier en un objet, donc le désérialiser. Si la désérialisation réussit, récupérer le montant et le mettre dans la tirelire. OK? Donc là, on n'élaborera pas dans plusieurs diapos, on va y aller tout d'une claque. Donc, vérifier que le fichier existe, on peut faire ça toujours avec la classe file. Donc, vous faites file.exist, puis vous donnez le nom du fichier pour vérifier si ça existe. Donc, si le fichier n'existe pas, return, il n'y a rien à charger. Okay. Si le fichier n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y a rien à charger. OK? Ensuite de ça, lire le contenu du fichier. Donc, on fait file.readAllText, puis on donne le nom du fichier duquel on veut extraire son contenu. Et le contenu, on le met dans la variable JSONString. Donc, on récupère notre JSONString. On fait exactement l'inverse de ce qu'on faisait dans l'autre méthode. Okay? Une fois qu'on a récupéré notre JSONString, ben là, il faut la désérialiser. Ça fait qu'on va appeler JSONSerializer, mais au lieu d'appeler la méthode serialize, on va appeler la méthode déserialize. Cette méthode-là est une méthode générique, donc il faut lui donner le type de données qu'on veut désérialiser. Dans notre cas, c'est un program data qu'on veut désérialiser. Et on lui passe la string qu'on veut désérialiser. Donc, déserialize, program data, JSON string, ce qui va nous donner un program data ici. Là, j'ai mis variable, mais c'est un program data que ça nous donne. Cependant, si jamais le format est pas bon de données, le déserialize va échouer. S'il échoue, le programme data va être nul. Donc ici, il faut vérifier. Si la désérialisation réussit, si programme data est nul, return. Si le programme data est nul, la désérialisation n'a pas marché, donc on sort de là, on fait rien. Okay? On n'affiche même pas de message d'erreur. Des fois, on pourrait peut-être afficher un message d'erreur, mais dans ce cas-là, ça veut dire probablement que le fichier est corrompu, puis de toute façon, quand on va sauvegarder, il va être écrasé, fait qu'il n'y a pas grand-chose à faire par rapport à ça. Donc la meilleure chose à faire, c'est de rien faire, dans un cas comme ça. Si la désérialisation réussit, on arrive ici à la dernière étape, donc on va, cette fois-là, prendre le montant de la tirelire 1 qui est stocké dans notre programme data, et on va l'affecter au montant total qui est dans notre classe tirelire 1. Donc on va récupérer le montant, puis on va le mettre dans tirelire. Okay. Une fois que vous avez fait ça, on peut tester le bon fonctionnement de la méthode de la persistance. C'est très simple la manière de faire ça. La manière de faire ça, c'est que vous allez, par exemple, pour vérifier, vous pouvez vous arranger pour vous ouvrir le programme, vous déposez 399$, puis après ça, vous quittez. Après ça, vous ouvrez à nouveau. Quand vous ouvrez à nouveau, ben, l'actif devrait être encore 399$. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déposer $1 dedans. Et vous allez obtenir normalement la saisie, le rendu que vous avez ici. Donc, l'historique va dire qu'on a déposé $1. Et l'actif va être rendu à 400$. Pourquoi? Parce qu'il y avait 399$ avant. Et vous allez avoir le reste, bon, qui est comme il était avant. Donc, vous faites une saisie pour montrer que ça a bien fonctionné. Donc, si vous avez ça, c'est parce que votre persistance fonctionne. Si votre persistance ne fonctionne pas, votre actif va être 0, vous allez déposer 1, vous allez vous ramasser avec un actif de 1, et non pas de 400. OK? Donc, j'avais oublié de vous dire ici que c'est ça, dans le main, en fait, la persistance, vous allez utiliser dans le main, et vous allez vous en servir pour, évidemment, charger, et pour sauvegarder les données, vous allez faire ça, évidemment, avant et après avoir affiché votre menu.
C'est sûr qu'il y a certaines lacunes associées à ça. Par exemple, si jamais vous faites des opérations, puis tout d'un coup, ça plante, votre logiciel, vous n'allez pas avoir préservé l'état au fur et à mesure. Donc ça, c'est une petite lacune qu'il y aurait moyen de corriger d'une certaine manière dans le programme. Mais là, on va simplifier les choses. Donc, on charge au démarrage du programme et on sauvegarde à la fin du programme. Mais en réalité, dans un programme robuste, professionnel, il faudrait sauvegarder à chaque fois qu'il y a une opération. Donc là, si vous allez d'autre part dans votre dossier de génération de code, donc vous allez dans console, bin, debug, net5, vous allez voir tous les fichiers qui ont été générés. Vous avez votre tpconsole.exe, tpconsole.dll, vous avez le tirelire lib.dll, vous avez le c5jean.info.g.consoleplus.dll, donc toutes les, vous comprenez ici, là, vous avez toute la kit qui est ici. Mais vous avez aussi votre program data.json, c'est-à-dire les données, le fichier dans lequel vous avez stocké vos données. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez ouvrir ce fichier-là dans, par exemple, Notepad++, et vous allez observer son contenu. Donc le contenu de programdata.json, vous l'avez ici, accolade ouvrante, accolade formante, vous avez montant-lire 1, 2.399, parce qu'on avait 399 $, dans la variable montant-lire 1. C'est clair comme de l'eau de roche. Ok, c'est pas plus compliqué que ça, format JSON. Donc, vous allez faire une saisie de ça pour montrer que vous avez bien, que ça a bien fonctionné d'une certaine façon. OK? C'est 399 parce que c'est le dernier montant qu'on a sauvegardé quand on avait quitté l'application. Donc, en résumé, bon, la première chose à faire avant de tout ça, c'est de valider et pousser. Donc, commit and push avec un message approprié, comme on a vu dans les sections précédentes. Donc, en résumé, dans cette partie, on a ajouté la persistance à notre application. Les données sont stockées dans un fichier JSON, dans un format qui est un format très populaire pour ce faire. Donc, même si le code vous a été fourni, assurez-vous de bien comprendre la mécanique en jeu, car dans les parties subséquentes, vous aurez à assurer vous-même la persistance des nouvelles données, donc en modifiant de manière appropriée la classe persistance. Ici, c'est pour faire un résumé, si on veut, de l'architecture générale de notre programme. Donc, on a notre tpconsole qui comprend maintenant 3 classes statiques. On a et des singletons statiques. On a le programme principal. On a 2 classes secondaires. Donc, persistance, qui est utilisée par le programme persistance, par le programme principal. Et menu-lire 1, qui est aussi utilisé par le programme principal. Persistance possède 2 méthodes, public, etc. OK, on ne met pas le stock privé dans ce genre de diagramme-là. On veut juste le public, puis comment ça interagit. Le tpconsole utilise la tirelire libre ici. Et le tpconsole utilise aussi le console plus que vous avez ici. Donc, on ne met pas le contenu de console plus. Là, on l'a mis pour montrer que ça dépendait de 2 trucs. Okay? Donc, en passant, on ne prend pas en compte la trace d'exécution, l'historique des commandes dans ce schéma-là. Peut-être que pour réaliser la trace d'exécution, peut-être que vous avez rajouté un champ dans le programme, par exemple, ou une méthode dans le programme public, ou quelque chose comme ça. Peut-être même que vous avez créé une nouvelle classe, un singleton privé, ou quelque chose comme ça. Donc, en réalité, c'est ce que j'ai fait. Mais bon, ça, c'est un petit scoop à la fin. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir fait ça comme ça. Okay, moi, c'est juste que j'aime bien quand c'est bien découpé mes affaires. Donc, mon historique, je me suis créé une classe historique, puis j'ai fait ce qu'il fallait dedans. Alors voilà, ça termine tout ça. Donc, en conclusion, dans cet exercice, on a mis en place une application à la fois simple, mais assez complète, avec un modèle, une interface et la persistance des données. On a développé en chemin de nombreuses classes, principalement statiques, avec divers objectifs, avec des objectifs divers, par exemple, voir prochaine diapo. Donc ça, c'est le tableau des classes qu'on a créé pendant cette partie du TP. On a créé évidemment la classe principale programme, qui est un singleton statique, qui contient une seule méthode main. On a créé le menu tirelire 1, qui est une classe secondaire, aussi un singleton statique, qui contient une méthode publique affichée et plusieurs méthodes secondaires privées.
pour découper la tâche. On a créé la classe persistance, qui est aussi une classe secondaire, qui est un singleton statique, qui possède deux méthodes publiques, sauvegarder et charger, une classe privée, programme data, et une constante privée, JSON-FileName. On a créé aussi tirelire1, qui est une classe statique de données, qui contient uniquement des données, donc contient une seule propriété, le montant total. Et on a créé une classe opération1, qui est une classe utilitaire, qui contient uniquement des méthodes statiques. Donc, deux méthodes. Il y en a trois. En fait, je sais pas pourquoi j'ai mis deux. Mais en tout cas, il faudrait que je change ça. Donc, trois méthodes. Je vais changer tout de suite. Donc, comme on le voit ici, trois méthodes publiques pour opérer la tirelire. Finalement, on a créé une classe ProgramData qui est une classe de données instanciables privée. Donc, ici, je ne l'ai pas mis, le privé. Ouais, bon. Donc, privé, et cette classe-là possède une seule propriété et sert essentiellement à stocker des données dans le fichier JSON et les récupérer. Donc, normalement, je m'attends, quand vous me remettez votre projet, à ce que il n'y ait aucune erreur, aucun avertissement, des messages peut-être, mais le moins possible. Finalement, vous allez me produire votre historique. Donc, vous allez saisir votre historique Git ci-dessous. Donc, vous voyez ici qu'il y a comme un exemple que je vous donne. Mais vous allez mettre là, votre historique. Et en le superposant donc par-dessus celui que je vous ai donné, je m'attends à ce qu'on voit vos commit messages que vous avez ici. Vous avez les dates et les heures à laquelle les commits ont été faits. Vous avez votre nom d'utilisateur, et etc. Okay? Donc, vos messages peuvent différer des miens, okay? Mais je m'attends à ce que ça soit des messages pertinents et correctement composés. Donc, des messages genre cool, ça va bien, etc. Non, c'est pas ça. Là. Dans un commit message, il faut dire c'est quoi vous avez fait. Okay? Donc, ça se peut que vous ayez des commits intermédiaires, ça se peut que vous soyez revenu sur quelque chose, donc ça se peut que vous ayez plus de commits, ça se peut que vous en ayez moins si vous n'avez pas le temps de finir. Donc, si vous n'avez pas le temps de finir, vous mettez quand même votre historique si vous n'avez pas le temps de finir. OK? Donc, l'idée, c'est que vous mettez votre historique, quoi qu'il en soit. Et l'historique est important, probablement pour voir qu'est-ce qui a été fait, pour voir que c'est vous qui avez fait ça, pour voir que vous avez utilisé Git correctement. Donc, j'accorde quand même, c'est une pénalité que vous avez si vous ne faites pas ça. Okay, donc, il faut le faire. Finalement, vous vous évaluez, ici, comme c'est indiqué. Donc, vous, pour la mise en place, un demi-point, pour le modèle, un demi-point. En fait, le modèle, il compte pas plus que ça, mais on le teste pas. Donc, le test se fait à la partie 3. Donc, la partie 3, c'est là que je vous donne vos points. Okay, pour ce que vous avez fait dans la partie 2. Donc, les tests, 2 points. La console, 2 points. L'historique, 4 points, parce que je considère que c'est ce qui est le plus difficile, puis c'est ce qui est le plus important de faire dans tout ça. Et la persistance, 1 point, qui est aussi très importante, mais vous aviez pas mal le code tout cru là, dans la bouche. Donc, voilà. Ah oui, il y a une affaire, il me semble que j'ai oublié de dire, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est pas que je passais tout droit là-dessus. En tout cas, si jamais vous avez des trucs ici, là, peu importe, vous pouvez vous mettre un malus, vous mettez votre total sur 10. Et vous remettez le PowerPoint avec votre solution, le tout zippé. Donc, sur les A. Okay? Et en commentaire, mettez votre résultat sur 10 et le temps que ça vous a pris. Voilà, c'est la fin.